Je n'oublierai jamais l'instant exact où mon fils a prononcé ces mots. Il se tenait debout face à moi, une coupe à la main, affichant un sourire forcé, tandis que tout le monde attendait que je souffle la bougie du gâteau. 68 ans. 68 ans de vie, et c'est ainsi que mon propre fils me regardait. Le salon était rempli de murmures, de rires contraints et de cet enthousiasme factice qu'on ne respire que dans les réunions de famille où l'amour s'est depuis longtemps transformé en simple protocole. Valérie, ma belle-fille, riait avec exagération. Les enfants jouaient sans prêter attention et Olivier, mon propre fils, regardait son téléphone avec impatience. Alors je l'ai entendu. Ce n'était pas un cri, ce n'était pas une insulte directe, c'était pire. Une phrase prononcée entre ses dents, chargée de mépris et de venin. J'espère que c'est la dernière bougie qu'elle souffle. Pendant un instant, l'air s'est figé. Personne d'autre n'a semblé l'entendre, seulement moi. Le son de ces mots s'est planté comme un couteau derrière ma poitrine. Je n'ai pas réagi, je ne pouvais pas. Je l'ai regardé en silence, avec ce calme qu'on apprend qu'après avoir trop souffert. J'ai souri en faisant semblant de ne pas avoir entendu, et j'ai soufflé la bougie, tandis que la fumée s'élevait doucement, comme si elle voulait emporter avec elle le peu de foi qu'il me restait en mon propre sang. Tout le monde a applaudi, ri, m'a embrassé. Olivier ne s'est même pas approché. Et pourtant, tandis que l'écho des applaudissements se perdait entre les verres et les couverts, je me suis retrouvée à le regarder avec une sérénité qui l'a déconcerté. « Mon vœu est déjà exaucé », lui ai-je dit en le regardant dans les yeux. « Demain, tu comprendras. » Cette phrase lui a fait froncer les sourcils. J'ai à peine souri. Personne n'a compris ce que je voulais dire, mais au fond de moi, quelque chose s'était définitivement brisé. Après le gâteau, tout le monde est retourné à ses conversations superficielles. Ils parlèrent de voyages, de voitures neuves, d'affaires, de choses qui avaient cessé de m'intéresser depuis longtemps. J'observais en silence, comme quelqu'un qui regarde une pièce de théâtre étrangère. J'avais passé ma vie entière aux côtés de Raymond à construire ce foyer, travaillant ensemble des heures interminables, renonçant à nos rêves, à notre repos, pour que rien ne manque. J'avais perdu mon mari il y a maintenant 8 ans, et depuis, je m'étais accrochée à Olivier comme au seul lien qui me maintenait debout. Mais lui s'était chargé de couper ce lien peu à peu, avec indifférence, avec orgueil, avec le même mépris avec lequel il me traitait désormais. Quand tout le monde est parti, le silence a été mon seul invité. Je suis restée à regarder la bougie éteinte sur le gâteau à moitié mangé. La fumée dessinait encore des formes dans l'air, comme si elle voulait me dire quelque chose. Je me suis servi un verre de vin rouge de Savoie et je me suis assise face à la table vide. J'ai pensé à Raymond, à comment il aurait réagi s'il avait entendu son fils me dire cela. Il disait toujours qu'Olivier avait du feu en lui, mais que s'il n'apprenait pas à maîtriser cette flamme, il finirait par brûler ce qu'il aimait. Et c'est exactement ce qui s'était passé. Il avait brûlé le respect, la tendresse et la mémoire de son père. L'horloge marquait 23h30 quand mon téléphone a sonné. C'était un message d'Olivier, bref, sec, presque moqueur. « Merci pour le dîner, maman. N'oublie pas de payer l'assurance de la maison. Bonne nuit. » J'ai souri. Pas de rage, mais de compréhension. Il n'y avait plus rien à sauver. Je l'avais perdu il y a des années, mais maintenant je l'acceptais enfin. J'ai éteint les lumières de la salle à manger et je suis montée dans ma chambre. Dans le couloir était accrochée la photo de Raymond, son sourire serein, son regard limpide. Je me suis arrêtée devant elle et j'ai murmuré qu'il n'y avait plus rien à faire, mon amour. Mais je lui promettais que demain tout changerait. Je me suis couchée, mais je n'ai pas dormi. Je suis restée éveillée à écouter le tic-tac de l'horloge, planifiant en silence. J'avais pris des décisions difficiles dans ma vie, mais aucune comme celle de cette nuit-là. Ce n'était pas la vengeance qui me guidait, mais la justice. Une justice intime, morale, celle qui n'a besoin ni de tribunaux ni de témoins, seulement du poids d'une conscience qui ne peut plus se taire. À minuit, je me suis levée et je suis allée jusqu'à mon bureau. J'ai ouvert le coffre-fort. À l'intérieur se trouvaient des documents, des actes de propriété, des relevés bancaires, tout ce que Raymond et moi avions construit ensemble pendant des décennies. Je les ai observés avec calme. Chaque feuille représentait des années de sacrifice, des nuits sans sommeil, et aussi des silences avalés par fierté. J'ai sorti les dossiers,
Je les ai ordonnés sur la table et j'ai commencé à les examiner un par un. J'avais une idée claire de ce que je devais faire. Il n'y aurait plus de suppliques, ni d'excuses tardives, ni de conversations vides. Ce que mon fils avait détruit avec des mots, je le scellerais avec des actes. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro de maître Philippe Dumont, mon notaire et ami de toujours. Il a répondu à moitié endormi. « Madeleine, que se passe-t-il » ? « Le moment est venu, lui ai-je dit. Demain, je recommence à vivre. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. J'ai dormi peu cette nuit-là, et le peu que j'ai dormi fut un sommeil étrange, lourd, rempli d'échos du passé. J'ai rêvé d'Olivier enfant, courant dans la cour avec les mains tachées de terre, riant tandis que son père le poursuivait avec le tuyau d'arrosage à la main. J'ai rêvé de son rire pur, de ce regard d'admiration qu'il lançait à Raymond chaque fois qu'il lui apprenait quelque chose, comme s'il croyait que son père pouvait tout réparer. Et je me suis réveillée avec une sensation amère, avec la certitude que cet enfant était mort depuis longtemps, et que ce qui restait maintenant était un homme qui me regardait avec indifférence, presque avec honte. Je suis restée assise dans mon lit pendant quelques minutes, regardant les mains qui un jour avaient tenu les siennes. Ces mêmes mains avaient aidé à construire la maison où il avait grandi, les mêmes qu'il avait relevées quand il tombait, les mêmes qui lui avaient donné à manger quand son père était tombé malade. Et maintenant, ses mains semblaient étrangères, vieilles, fatiguées. Peut-être était-ce cela qu'il voyait quand il me regardait. Un fardeau, un vestige du passé qui ne servait plus à rien dans son monde nouveau. Le café du matin avait un goût amer, ou peut-être était-ce ma bouche qui ne pouvait plus distinguer les saveurs. Pendant que je buvais, j'ai regardé par la fenêtre le jardin que Raymond entretenait autrefois avec tant de soin. Les fleurs fanées semblaient accompagner mon insomnie. Depuis sa mort, tout avait été en descente. Son absence avait tout changé. Olivier l'aimait, bien sûr, mais sa mort l'avait rendu plus froid, plus calculateur. Il s'était réfugié dans le travail, dans l'argent, dans Valérie. Cette femme qui, dès le début, m'avait regardé comme si j'étais un poids. Valérie est arrivée dans notre vie avec le sourire de quelqu'un qui semble doux, mais avec les yeux de quelqu'un qui calcule chaque mot. Je me souviens que la première fois qu'il me l'a présentée, elle m'a serré la main avec une force qui m'a paru fausse. « Enchantée, madame », a-t-elle dit avec un sourire aussi blanc que sa robe. Elle ne me regardait pas avec tendresse, mais avec inspection, comme si elle mesurait le terrain. Dès le début, j'ai su qu'elle serait une fissure dans la famille, mais je me suis tue. Raymond disait toujours qu'on ne doit pas juger celui que notre enfant choisit d'aimer. Quelle ironie, ce fut son amour à elle qui l'éloigna de moi. Avec le temps, Valérie s'est chargée de mettre de la distance entre nous. Au début, avec subtilité. « Ta mère est fatiguée, mon chéri, laisse-la se reposer. Ne l'embête pas avec tes affaires, la maison n'est plus adaptée pour les visites, c'est mieux qu'elle reste chez elle. » Chaque phrase était une brique de plus dans le mur qu'elle construisait entre mère et fils. Et Olivier, aveuglé par le confort et l'admiration que lui inspirait sa femme, ne voyait pas comment elle le manipulait. Moi, je le voyais. Et c'était le pire, voir comment ton propre fils se transforme sous tes yeux sans pouvoir rien faire. Les années ont passé et les appels sont devenus sporadiques, les visites de plus en plus froides. Ils venaient à Noël, aux anniversaires, par obligation. Ils apportaient des cadeaux chers, mais des regards vides. Et chaque fois qu'ils partaient, le silence de la maison me pesait davantage. C'était comme si à chaque visite, ils emportaient un peu plus de mon âme. Je me souviens d'un après-midi en particulier, quelques années auparavant. Olivier est venu me parler de l'atelier que Raymond avait fondé. C'était une petite entreprise familiale d'ébénisterie. Pendant des décennies, cela avait été notre gagne-pain et la fierté de mon mari. Quand Raymond est mort, Olivier a pris les rênes. J'ai cru que c'était le cycle naturel, que mon fils continuerait l'héritage. Mais ce ne fut pas le cas. Il l'a transformé en quelque chose que je ne reconnaissais plus. « Maman, les temps ont changé, m'a-t-il dit cet après-midi-là. Ta façon de penser est dépassée. Peut-être, lui ai-je répondu, mais l'honnêteté et le respect ne se démodent jamais. Il a ri, un rire court,
plein de suffisance. Ce n'est pas pour ça, c'est que nous n'avons plus besoin de cette façon de penser. Tout est business maintenant. Ce jour-là, j'ai su que quelque chose s'était brisé. Nous ne parlions plus la même langue. Ce qui pour moi était fierté, pour lui, était un obstacle. Ce qui pour moi était amour, pour lui, était une dette en attente. Un jour, il m'a demandé de transférer la maison à son nom. Ce fut la première fois que nous nous sommes disputés avec une vraie dureté. « Je ne veux pas d'héritage de mon vivant », lui ai-je dit. « Je veux vivre tranquille. »« Ce n'est pas pour ça », m'a-t-il répondu agacé. « C'est pour la sécurité. Tu n'as aucune idée de comment fonctionnent les choses maintenant. »« J'ai une idée très claire », lui ai-je répondu. « Je sais comment fonctionne l'ingratitude. » Il n'a plus insisté après cela, mais son regard a changé. Il ne me voyait plus comme une mère, mais comme un obstacle. Un jour, en rangeant de vieux papiers, j'ai trouvé une note que Raymond avait laissée parmi ses affaires. Elle disait que si un jour je sentais que je ne pouvais plus continuer, je devais regarder mes mains, car en elles se trouvait tout ce que j'avais été capable de construire. Et si un jour notre fils oubliait qui j'étais, je devais le laisser tomber. Parfois, seul le sol apprend à regarder le ciel. Cette note a changé quelque chose en moi. Le lendemain matin, la pluie avait cessé et le ciel était propre. L'air sentait la terre mouillée. Je me suis habillée avec ma plus belle veste, celle que Raymond m'avait offerte pour notre 30e anniversaire de mariage, et je suis partie vers le centre d'Annecy. J'ai marché sans me presser, le cœur lourd mais déterminé. Je savais que ce que j'allais faire changerait pour toujours le cours de ma famille, mais je savais aussi que je ne pouvais plus continuer à être spectatrice de ma propre humiliation. L'étude de maître Philippe Dumont était toujours la même. Des murs couverts de livres, une odeur de papier et de vieux café, et une lumière tamisée qui entrait par la fenêtre latérale. Quand il m'a vu entrer, il s'est levé immédiatement et m'a serré dans ses bras. J'ai senti dans ce geste un mélange de surprise, d'affection et d'inquiétude. « Cela fait longtemps, ma chère amie », m'a-t-il dit avec un sourire triste. « Je pensais que tu avais oublié le monde. J'ai failli le faire, ai-je répondu en prenant place. Mais le monde ne m'a pas oublié, lui. Nous avons passé quelques minutes en silence, comme deux vieux amis qui se retrouvent avec les années sur les épaules et trop de choses à dire. Finalement, il m'a regardé dans les yeux et a demandé pourquoi j'étais là. J'y ai réfléchi quelques secondes avant de répondre. Parce que je ne veux plus mourir en étant une lâche. J'ai sorti de mon sac une liasse de documents jaunis, des actes de propriété, des certificats, des contrats. Je les ai étalés sur son bureau. Il les a observés attentivement, ajustant ses lunettes. « Ce sont les propriétés de l'atelier, la maison, les comptes, » a-t-il murmuré. « Tout est encore à ton nom. » Oui, ma voix était ferme. Je n'ai jamais rien transféré. Olivier a essayé plusieurs fois, mais j'ai refusé. Philippe a levé les yeux, surpris. Alors, légalement, tout t'appartient encore. Exactement. Je me suis penchée vers lui. Je veux tout réorganiser. Philippe est resté silencieux quelques secondes. Il savait que ce que je demandais n'était pas une simple formalité. Il m'a observé en fronçant les sourcils. « Madeleine, cela a à voir avec ton fils, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête lentement. « Oui, avec lui et avec ce qu'il est devenu. » Je lui ai tout raconté. Le dîner, les mots, le mépris accumulé, les années de distance, la façon dont Valérie l'avait manipulé jusqu'à lui faire croire que j'étais un fardeau. Pendant que je parlais, il ne m'a pas interrompu une seule fois. Il m'a juste écouté avec ce calme qu'ont les hommes qui ont vu trop d'histoires semblables. Quand j'ai terminé, il a soupiré. « Je ne peux pas te blâmer de te sentir ainsi, » a-t-il dit. « Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire exactement ?»« Je veux qu'il comprenne. » ai-je répondu sans trembler. Je veux qu'il sache que le respect ne s'achète pas, que l'argent ne le rend pas invincible, que l'homme qui méprise ses racines est condamné à rester sans ombre. Philippe m'a observé en silence, les doigts entrelacés sur le bureau. Il a hoché la tête lentement, comprenant que ma décision était prise. Il m'a alors expliqué comment fonctionne la loi française. Olivier, en tant que fils unique, a droit à la réserve héréditaire, c'est-à-dire la moitié de mon patrimoine. C'est la loi, on ne peut pas y échapper. Mais la quotité disponible, l'autre moitié, je peux en faire ce que je veux. Et c'est cette moitié-là que je destinerai à mes petits-enfants.
Nous avons passé des heures à réviser des documents, à signer des papiers, à ajuster des détails. Tout devait se faire dans les règles, sans faille juridique. Philippe m'a expliqué que nous réorganiserions mes biens de façon stratégique. L'assurance vie, qui échappe à la succession, serait entièrement destinée aux petits-enfants. Lucas, Théo et la petite Camille. La vente de l'atelier aussi irait dans ce sens. Olivier recevrait uniquement ce que la loi l'obligeait à recevoir. Pas un centime de plus. Quand nous avons terminé, il m'a offert un café. « Je ne sais pas si cela t'apportera la paix, » m'a-t-il dit, « mais au moins cela te rendra le contrôle. » J'ai souri, fatigué. À cet âge, mon ami, on ne cherche pas le contrôle, on cherche le respect. La semaine suivante, j'ai vendu l'atelier. L'acheteur était un jeune artisan qui m'a rappelé Raymond quand il était jeune. En lui serrant la main, j'ai senti que quelque chose se fermait en moi et que quelque chose de nouveau commençait. Le dimanche s'est levé clair, avec un ciel si propre qu'il semblait presque une moquerie. Tout était disposé depuis tôt le matin. La table couverte de la nappe blanche que j'avais brodée à la main il y a des années, les assiettes alignées, le vin qui respirait dans la bouteille et l'arôme de la fondue savoyarde qui envahissait la maison. C'était un jour parfait pour mettre fin à l'humiliation. Tandis que je me déplaçais d'un côté à l'autre en vérifiant les derniers détails, je sentais mon cœur battre lentement, comme s'il savait que ce jour serait différent. Il n'y avait pas de rage en moi, pas d'anxiété, seulement une paix étrange, le calme de celle qui n'a plus rien à perdre. Au centre de la table, la vieille bougie de mon anniversaire attendait, éteinte, fine, presque consumée. Je l'ai regardée avec tendresse. C'était mon témoin. La même flamme que j'avais allumée quand j'ai entendu mon fils souhaiter ma mort. Le son de la sonnette a interrompu mes pensées. C'était Olivier. Il est arrivé avec Valérie, son épouse, et les enfants, habillés du dimanche, souriant comme si de rien n'était. Elle est entrée la première, regardant autour d'elle avec ce geste hautain qu'elle n'a jamais perdu. « Quelle surprise que tu nous aies invités, Madeleine !» a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous pensions que tu étais, je ne sais pas, fâchée. »« Non, Valérie, » ai-je répondu avec sérénité. « Aujourd'hui, il n'y a pas de place pour la colère. Aujourd'hui, je veux seulement partager un déjeuner en famille. » Olivier m'a serré la main avec nonchalance. Je n'ai pas pu éviter de remarquer qu'il ne m'a même pas regardé dans les yeux. Les enfants ont couru vers le jardin, riant, sans comprendre la tension qui flottait dans l'air. Derrière eux est entré Gérard, le père de Valérie, un homme en costume cher et au sourire fin. Celui-là même qui, des années auparavant, avait essayé d'acheter mon terrain pour un projet immobilier. Nous nous sommes tous assis. Les conversations étaient superficielles, pleines de phrases vides. Valérie parlait des vacances, Gérard d'investissement et Olivier de son avenir prometteur. Je les écoutais sans interrompre, comme quelqu'un qui regarde une pièce dont il connaît déjà la fin. Chacune de leurs paroles me confirmait la justesse de ma décision. « Maman, » a dit Olivier en levant son verre, « je veux porter un toast. »« Bien sûr, » ai-je répondu calmement. « À toi » a-t-il dit d'un ton théâtral, « pour tout ce que tu as fait. » Valérie a souri et hoché la tête. « Oui, Madeleine, » a-t-elle ajouté. « Merci de nous avoir enseigné la valeur du travail, même si certaines de tes méthodes sont un peu dépassées. Tout le monde a ri, tout le monde sauf moi. » J'ai levé mon verre en les regardant dans les yeux. Trinquons, oui, mais pas au passé. Trinquons à l'avenir. Olivier a souri, satisfait. Exactement, à l'avenir de la famille. J'ai hoché la tête lentement. Oui, à l'avenir. J'ai bu une gorgée de vin et je me suis levée. J'ai marché jusqu'au buffet et j'ai sorti une enveloppe. Je l'ai posée devant Olivier. « Avant de manger, je veux te remettre quelque chose, » ai-je dit. Il l'a prise, curieux. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ton cadeau. » Il a ouvert l'enveloppe et a commencé à lire. Au fur et à mesure qu'il avançait, son visage a changé. D'abord l'incrédulité, puis la confusion, et finalement la panique. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» a-t-il demandé d'une voix tremblante. « Cela veut dire, » ai-je répondu sans détourner le regard, « que j'ai réorganisé mon patrimoine. L'atelier a été vendu. L'assurance vie va intégralement à tes enfants. Tu recevras uniquement ce que la loi m'oblige à te laisser,
la réserve héréditaire, pas un centime de plus. Valérie s'est levée brusquement, les yeux exorbités. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Ce que tu entends, lui ai-je dit. La prochaine fois que vous parlerez d'avenir, assurez-vous de le construire vous-même. » Le silence est tombé sur la table comme une pierre. Gérard s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Les enfants, inconscients de tout, continuaient à rire dans le jardin. Olivier m'a regardé, la voix brisée. « Tu ne peux pas me faire ça, maman. C'est déjà fait. C'est de la folie. Non, c'est de la justice. » Valérie a frappé la table de la main. « Tu nous laisses presque rien. » « Non, Valérie, je vous laisse exactement ce que vous méritez, ce que vous avez construit avec vos propres mains, et visiblement, ce n'est pas grand-chose. » Je me suis levée avec calme, j'ai posé mon verre sur la table et j'ai marché vers la porte du jardin. Avant de sortir, je me suis retournée. « Ah, au fait, ai-je ajouté, le dessert est au réfrigérateur, mais je ne vous le recommande pas. Il est aussi froid que vous. » Je suis sortie dans le jardin. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. L'air était propre. La bougie au centre de la table brûlait encore, petite, tremblante, mais vivante. J'ai souri. Mon vœu s'était exaucé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, non pas parce que les doutes me tourmentaient, mais parce que le silence après la tempête a un son propre, un écho qui s'insinue dans les os. La maison était calme, trop calme. Je pouvais encore sentir l'odeur du vin renversé sur la nappe, la nourriture froide sur la table, le parfum de Valérie mélangé à la fumée de la bougie qui s'était finalement consumée. C'était l'odeur d'une faim. Je me suis assise dans le salon sans allumer les lumières. Dehors, les chiens aboyaient au loin et à l'intérieur, il ne restait que le tic-tac de l'horloge. Il n'y avait pas de remords en moi, pas même de tristesse. Ce que je ressentais était un calme rare, comme si j'avais enfin fermé une blessure que je portais ouverte depuis toute une vie. Les jours suivants ont passé dans un silence pesant. Les appels d'Olivier, je ne les ai pas pris. Les messages de haine de Valérie, je les ai lus sans répondre. « Tu es une vieille égoïste », disait l'un d'eux. « Tu vas le regretter », disait un autre. J'ai éteint le téléphone et je l'ai laissé dans un tiroir. Un après-midi, alors que je ne m'y attendais pas, la sonnette a retenti. En ouvrant la porte, j'ai trouvé quelque chose qui m'a arrêté le cœur. Ce n'était pas Olivier, c'étaient les enfants. Tous les trois, avec leur cartable sur le dos et les yeux énormes, confus. Derrière eux, une jeune femme, la nounou, m'a salué avec un mélange de respect et de nervosité. « Madame, a-t-elle dit, votre fils a demandé que je les garde cet après-midi. Il a des affaires urgentes à régler. » Urgente, ai-je pensé. Elle l'était toujours quand il fallait affronter les conséquences de ses actes. Les enfants sont entrés en courant. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas entendu leur rire dans cette maison que pendant un moment, j'ai eu l'impression que le temps reculait. Le plus petit, Théo, s'est arrêté devant le portrait de Raymond. « C'était le grand-père » a-t-il demandé en montrant la photo. « Oui » ai-je répondu en souriant doucement. « Et toi, tu as ses yeux. » L'enfant est resté à le regarder quelques secondes, comme s'il essayait de se souvenir d'un visage qu'il n'avait jamais connu. Puis il a couru au jardin et les autres l'ont suivi. Ils ont passé l'après-midi à jouer parmi les feuilles mortes, à rire, à se salir de terre, à inventer des histoires. Je les observais depuis le porche avec une sensation étrange, comme si mon cœur, après tant d'années endormies, commençait à battre fort de nouveau. Quand ils se sont fatigués, je les ai assis à table et je leur ai servi du chocolat chaud avec des tartines, comme Raymond le faisait avec Olivier quand il était petit. Je ne l'avais pas prévu, c'est simplement sorti tout seul. Le plus grand, Lucas, m'a regardé en silence pendant qu'il mangeait. « Mon papa est fâché contre toi », a-t-il dit avec cette sincérité brutale que seuls les enfants ont. J'ai hoché la tête lentement. « Oui, je sais. Il dit que tu l'as trahi. »« Peut-être, » ai-je répondu. « Mais parfois on fait ce qui est juste, même si les autres ne comprennent pas. » Lucas m'a observé avec curiosité, et puis, sans rien dire, il a continué à manger. Quand la nounou est revenue les chercher à la tombée de la nuit, Théo m'a serré dans ses bras sans me demander la permission. « Est-ce qu'on peut revenir ?» a-t-il demandé. « Bien sûr, mon petit, cette maison sera toujours la vôtre. »
Je les ai regardés s'éloigner sur le chemin, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri sans tristesse. Le lendemain matin, j'ai trouvé une petite enveloppe sous la porte. C'était une feuille pliée maladroitement, écrite d'une écriture enfantine. Elle disait « Grand-mère, merci de nous avoir laissé jouer. Papa pleure quand il croit qu'on ne le voit pas. Je ne comprends pas pourquoi vous vous disputez, mais je veux que vous vous aimiez à nouveau. Maman dit que tu es méchante, mais je ne crois pas. Les méchants ne font pas de chocolat chaud pour les enfants. Je t'aime. » Lucas signait à la fin avec une tache de chocolat sur l'encre. Cette lettre m'a fait ouvrir une vieille boîte en bois que je gardais dans l'armoire. Dedans, il y avait des enveloppes jaunies, des photos en noir et blanc et un mouchoir plié avec le parfum de Raymond presque évanoui. Mais parmi tout cela, il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu. Une enveloppe fermée avec mon nom et celui d'Olivier écrit de sa main. À l'intérieur, il y avait 2 lettres séparées par un ruban rouge. La première disait « Pour toi, Madeleine », la seconde « Pour Olivier ». J'ai lu la mienne les larmes aux yeux. Raymond me parlait d'amour, de patience, de ne pas laisser la douleur me transformer en quelqu'un d'amer. Et il me demandait de donner sa lettre à notre fils quand le moment serait venu. Le lendemain, je suis allée chez Olivier. J'ai frappé à la porte et quand il a ouvert, je lui ai simplement tendu l'enveloppe. « C'est de ton père », ai-je dit. « Lis-la seule. » Et je suis partie sans attendre de réponse. Plusieurs jours ont passé depuis que j'ai laissé la lettre de Raymond entre les mains d'Olivier. Je ne l'ai pas revue depuis. Je ne m'y attendais pas non plus. Chacun a besoin de son propre temps pour affronter ce qui fait mal, et le sien, je le sais bien, est celui du silence. Mais malgré tout, il y a quelque chose dans l'air, une sensation différente, comme si le poids de tant d'années commençait peu à peu à se dissiper. Les jours passent tranquillement. Le soleil entre par les fenêtres de la maison avec une lumière plus douce et le cerisier du jardin, celui que je croyais mort, a maintenant des fleurs. Je les ai comptées ce matin. 5. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que ce nombre avait quelque chose de symbolique. Peut-être parce que cela faisait 5 ans que nous ne nous parlions pas vraiment, même si nous étions à la même table. Un après-midi, alors que je balayais la cour, j'ai entendu le moteur d'une voiture s'arrêter devant la maison. Je ne me suis pas montré tout de suite. J'ai continué à balayer comme si le temps n'était pas pressé. J'ai entendu les pas s'approcher, le grincement du portail et puis sa voix. « Maman ». Je me suis retournée lentement. Olivier était là, les mains vides et une expression que je ne lui connaissais pas. Il ne portait ni costume ni cravate, juste une chemise simple, froissée, et un regard qui ne savait pas s'il était triste ou fatigué. « Bonjour mon fils », lui ai-je dit sans surprise. « Je peux entrer ?»« Tu as toujours pu. » Il est entré lentement, regardant tout autour de lui. La maison était toujours la même, mais pour lui elle semblait nouvelle. Il a passé sa main sur le dossier d'une chaise, touché le cadre d'une photo de Raymond, et puis il s'est assis face à moi dans la salle à manger. Pendant un instant, aucun de nous n'a rien dit, seulement l'horloge marquant le temps. « J'ai lu la lettre », a-t-il dit. « Enfin », ai-je hoché la tête. Je m'en doutais. Je ne savais pas que papa pensait ainsi. « Moi non plus », ai-je répondu, jusqu'à il y a peu. Il est resté à regarder la table. « Il disait que je devais te comprendre », a-t-il continué à voix basse, « que je ne devais pas juger ce que je ne connaissais pas. Ton père a toujours été plus sage que moi. Il disait aussi que je devais te demander pardon. » Le silence qui a suivi fut long. Olivier avait les yeux humides, mais il n'a pas pleuré. Il ne pleure jamais. Et pourtant, tout son corps semblait le faire. « Je ne suis pas venu pour le dire, » a-t-il murmuré. « Pas encore. »« Tu n'as pas besoin de le faire, » ai-je dit. « Il y a des choses que l'âme comprend sans être prononcée. » Alors, sans dire un mot, il s'est levé et il est allé au jardin. Je l'ai suivi. Il s'est arrêté devant le cerisier et a observé les fleurs blanches qui pendèrent des branches. « Il est vivant, » a-t-il dit, presque pour lui-même. « Oui, » ai-je répondu. Parfois la vie se déguise en mort, juste pour revenir plus forte. Olivier a tendu la main et a touché une des fleurs avec délicatesse. « Vous l'avez plantée, toi et papa, l'année où je suis née. » Il a souri faiblement. Je ne me souvenais pas de ça. « C'est normal, » lui ai-je dit. Les enfants oublient, les parents gardent. Nous sommes restés un moment ainsi, en silence.
Le soleil tombait doucement et l'ombre du cerisier couvrait une partie du jardin. Olivier a regardé le sol, puis il m'a regardé. « J'ai apporté quelque chose », a-t-il dit. Il est retourné à la voiture et est revenu avec un petit cadre. Il me l'a remis sans parler. C'était une vieille photo de Raymond, lui et moi, dans l'atelier. Un voisin l'avait prise quand Olivier avait 8 ans. Raymond souriait avec ses mains sur mes épaules et lui, couvert de poussière, tenait un marteau trop grand pour sa taille. La photo avait un coin déchiré, mais elle était toujours parfaite. « Je l'ai trouvée dans une boîte », a-t-il dit. « J'ai pensé qu'elle devait être avec toi. Je n'ai pas su quoi dire. Je l'ai juste tenue avec précaution, comme si j'avais peur que l'air ne l'efface. Merci, mon fils. » Il a fait non de la tête doucement. « Merci à toi. » C'est alors que j'ai remarqué quelque chose dans son regard. Ce n'était pas le pardon, c'était quelque chose de plus difficile, de plus réel, la compréhension. Ce regard qu'on ne donne que quand l'amour se débarrasse de l'orgueil et se montre tel qu'il est, imparfait, fatigué, mais encore vivant. Nous nous sommes assis sous le cerisier. Nous n'avons pas beaucoup parlé, ce n'était pas nécessaire. Nous avons parlé de l'atelier, des enfants, du travail, de petites choses. Et bien que les mots fussent simples, le ton était différent. Pour la première fois depuis des années, Olivier me parlait sans distance, pas comme à une vieille dame qu'on supporte avec patience, mais comme à une mère. Quand le soleil a commencé à se coucher, il s'est levé. « Je dois y aller », a-t-il dit. « Les enfants t'embrassent. Dis-leur que je les attends quand ils voudront. » Il a hoché la tête. Il a fait quelques pas vers la porte, mais avant de sortir, il s'est retourné et m'a regardé une dernière fois. « Maman. »« Oui. »« Prends soin de lui, » a-t-il dit en montrant le cerisier. « Je promets de venir le voir fleurir. » Cette nuit-là, j'ai allumé une bougie et je l'ai placée à côté de la photo qu'il m'avait apportée. Raymond souriait, Olivier aussi, et moi, dans le reflet du verre, je me suis découverte en train de sourire également. Parfois le pardon ne se dit pas, il se respire. Et quand il arrive, la seule chose qu'on peut faire est de laisser l'âme se reposer. J'ai regardé le cerisier par la fenêtre, ses fleurs blanches brillant sous la lune. Mon vœu s'était exaucé. Ce n'était pas la vengeance, c'était le réveil. Et tandis que les pétales tombaient doucement comme une neige blanche, j'ai compris que le pardon ne se dit pas toujours avec des mots. Parfois, il se dit avec une fleur qui renaît là où il n'y avait que des épines. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.